Daniel, tes 3 points. Le premier, oui, c'est Strasbourg. Moi, cette équipe me plaît et j'ai même l'impression que ce qui s'est passé cet hiver a renforcé l'équipe. Comme si elle était bizarrement un peu en bout de piste avec Rosenior. Elle est de nouveau rafraîchissante comme au début de la saison, avec évidemment mon duo magique. Mais moi, je suis content qu'on se retrouve tous là-dessus. Quand les choses sont évidentes, il est normal qu'on se retrouve dessus. Le deuxième point, si c'est cette équipe-là qui doit jouer le play-off contre le PSG et c'est cette équipe-là qui va jouer le play-off contre le PSG, eh bien, ce sera un entraînement pour le PSG, au même titre que Brest a été un entraînement l'année dernière au moment du play-off, parce que cette équipe monégasque, elle ne m'inspire absolument rien de positif. Et le point 3, c'est le reste de l'actu dont on aura peut-être le temps de parler ce soir. On a parlé de la phrase de Deschamps qui mérite certainement. Tu parlais de Guardiola aussi, toi, un peu, non? Et Guardiola qui me régale là, depuis une semaine. Il me régale, enfin je suis ironique. Même s'il n'est pas en train de perdre un peu la boule, c'est très bizarre. Très bizarre. On en parlera tout à l'heure. Garde ça pour tout à l'heure, Daniel. On prendra quelques minutes pour en parler. Tiens, c'est Pep Lachouine. Par rapport au transfert. Oui. En clair, il dit il y a 5 jours. Quand je regarde l'argent dépensé par les clubs anglais, on est 5e, le club le plus dépensé sur les 5 dernières années, quoi. Donc arrêtez de dire que l'argent fait tout, absolument, et que ça fait gagner. C'est Pep Lachouine. Oui, bon, après. Parce que tu comprends, c'est ça l'actualité. Il a mal pour vécu que pendant des années, on disait vous gagnez parce que vous avez de l'oseille. Et voilà. D'accord. Voilà. Okay. Il n'y a pas que ça. Il y a 2-3 autres déclarations qui, pour moi, honnêtement, ça frise l'indécence. Sur quoi ? On va attendre. On parlera tout à l'heure. L'année dernière, messieurs, en quart de finale, nous avions ces 4 affiches-là: Angers-Reims, AS Cannes, Guingamp, Brest, Dunkerque, Stade Briochin, PSG. Oui, il y avait une sorte de je m'en foutisme de la Coupe de France parce que c'était la compétition où, de toute façon, les compétitions sont réservées au PSG. Cette année, vraiment, il y a eu un déclic. Après, ils n'avaient pas fait le boulot, ces équipes-là. C'est ça aussi, peut-être. Lille avait perdu contre Dunkerque. Il y avait eu Lyon qui avait perdu contre Bourgoin-Jallieu. Il y avait eu quand même des gros fails. Sans faire d'impasse, pour le coup. Parce que tu vois, même hier, on en parlait. Nice envoie une équipe B, Lens aussi. Ouais. Et voilà, elles sont là. Moi, ce que je veux dire, c'est que. Je ne suis pas contre l'idée que tu nous rappelles quel était l'écart de l'année dernière, mais réjouissons-nous. Qu'est-ce que vous préférez alors ? Vous préférez quoi comme ça ? Qu'est-ce que tu préfères ? Évidemment. Je sais pas. On est diront le charme de la Coupe de France et de voir. Le charme de la Coupe de France, il doit apparaître au 32e de finale, 16e de finale, pas plus. Après, derrière, il doit avoir une logique normalement. Vous êtes d'accord avec Gilbert en fait alors ? Bah oui, mais enfin, en 32e, c'est bien beau. La belle histoire, une ou deux belles histoires. Une ou deux belles histoires, mais après, pour moi, avoir une compétition crédible et compétitive, c'est d'avoir les gros clubs comme de Ligue 1. Finalement. Oui, voilà. Après, dès qu'on arrive en demi, en finale, en quart de finale, il faut avoir quand même du club de Ligue 1. Que le brassage existe, que ce soit dans la tradition de cette compétition. C'est ça que je veux absolument maintenir. Et ça n'est pas l'idée de Gilbert qui est plus pour une coupe nationale à l'image des autres pays, excepté l'Angleterre. Si après, chaque année, tu as des équipes de Ligue 1 qui se déchirent, qui passent au travers, qui font pas le taf et qui se font taper par des petits, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Ça les regarde. Et la belle histoire dont on parle à chaque fois, elle ne me lassera jamais de la petite équipe qui tape la grosse. Si la grosse veut passer au travers, elle passe la grosse. Si l'équipe de Kevin avait tapé Lille, on aurait tous fait la fête, non, que je sache. On aurait été content que notre pote élimine Lille. Bon, il se trouve que après, si le choix c'est tu préfères ça ou tu préfères une Coupe de France resserrée qui va nous donner les affiches d'écart et probablement de grosses affiches en demi, évidemment que je suis également très content. Bien sûr que de voir les grosses équipes qui sont concernées et qui ont envie de gagner cette Coupe de France et que ça peut nous donner des super demi et on peut même, je sais pas, envisager. Depuis combien de temps on n'a pas eu une incroyable finale au Stade de France? Quand je parle de finale incroyable, j'entends deux gros clubs, deux belles affiches, les deux gros publics qui se font face. Tu sais combien on en a vu de ça? On a vu un Nantes-Nice récemment, il y a eu Toulouse, ça a drainé énormément de supporters. Ce qui était une tradition il y a 20 ans, on avait toujours une grosse affiche en finale de Coupe de France, quasiment. Mais sans faire offense à ces clubs-là, c'est pas ceux qui rassemblent le plus de gens en France. C'est vrai que si tu as un OM Lyon avec les deux publics au Stade de France, c'est un truc de fou. Ça nous rappelle la Coupe de France 2006, 2007 avec PSG-OM. Au Stade de France en 2006 quand tu as PSG-OM, c'est un truc de fou. Le 2008, tu as PSG-Lens en Coupe de la Ligue et dans la foulée PSG-Lyon en Coupe de France également la même année.
c'était des ambiances phénoménales. Ouais. Exactement. Là, tu as des très belles images, tu as des affiches, des vraies grosses finales. Et ça me ramène carrément aux Coupes de France de quand j'étais môme, les OM Bordeaux, OM Monaco, ou ce genre de grandes finales, le PSG Nantes de 83, le PSG Saint-Etienne. Enfin bon, bref, voilà, des vraies affiches qui concernent les gros clubs français. Évidemment qu'on doit tous être ravis de ça. Moi, j'avais Mais je ne peux pas éliminer les petites histoires des 32e. Bordeaux-Evian-Toulon-Gaillard en 2013, ça c'est une affiche également. Ouais, mais c'était très bon souvenir. Ouais, enfin, très bon souvenir. Combien vous avez gagné le buteur? Vas-y. Cheikh Diabaté. Bravo, il est là, Cheikh Diabaté. Il n'y a pas du Roland. On était au stade. J'avais commenté ce match avec Jeff Perez. Mais non. Duo improbable. Ah ouais. Alors les gars, le match du soir, il faut le débriefer. Pour RMC. Pour RMC, bien sûr. Alors, victoire donc de Strasbourg, 3-1 face à l'AS Monaco. Commençons par Strasbourg, on parlera de Monaco dans un instant, bien sûr. Vous voulez commencer par qui? Par individualité, par impression globale? C'est fort quand même ce que fait Gary O'Neill. Beaucoup en parlent notamment sur le numéro WhatsApp. Gary O'Neill, c'est déjà mieux qu'Euro Senior. Alors, doucement, on va attendre de voir un petit peu. Mais quand même, le mieux, je ne comprends pas le mieux. En fait, le mieux, moi, ça va mieux depuis qu'il est parti. Ah, ça oui. Attends, voilà. Alors c'est pas la même chose. Que ça aille mieux que la fin de Rosenior, oui. Que ce soit mieux que le début de Rosenior, non. Le Rosenior du match du Parc des Princes du 3-3, c'est le Strasbourg que je vois ce soir. La même fraîcheur, la même envie, le même mouvement, la même volonté de récupérer le ballon assez vite. Alors, j'entends que des experts me disent que la ligne de récup, elle est un peu plus basse avec Gary O'Neill et que ça rend l'équipe un peu plus compacte. Ok, très bien. Il y a plus de verticalité, je pense. Pas de problème. Ça va plus vite vers l'avant. Ouais, ça le faisait aussi avec Rosenior, mais on va dire que c'est plus au fil du temps que ça s'est mis à ronronner. Je trouve que le rôle de Panichelli est différent, où il pèse un peu plus, il dézone un peu plus, alors qu'il était un peu dans le rôle du match au parc. Je sais pas s'il pèse plus, il va peser 200 kilos. Oui, mais enfin, si c'est le match du parc, oui, mais après c'était pas la régularité de Strasbourg. Absolument, tu as raison. Là, depuis qu'il est arrivé, on retrouve cet état d'esprit, cette fraîcheur, ces joueurs. Et puis alors, on parle du duo qui nous fait kiffer. Oh, mais à côté de ça, le Enciso, il commence. Parce qu'Enciso, le truc, c'est qu'on voyait toutes ses qualités, mais les mauvais choix qu'il faisait, souvent, nous faisaient un peu mal à la tête. Et ben, il est petit à petit en train, il a pris la gomme, petit à petit, il en enlève des mauvais choix. Puis après, il y a Moreira, mais alors, c'est marrant parce que moi, j'ai mon tropisme argentin, donc je suis toujours sur les Argentins, mais franchement, Moreira, c'est un très très bon joueur, il me plaît énormément. Il y a des sacrés joueurs dans cette équipe. En fait, le paradoxe, encore une fois, c'est comme dans la très bonne période de Rosenior, parce qu'il ne faut pas oublier que Rosenior, il a transfiguré une équipe en 2 semaines quand Strasbourg, avec Patrick Vieira, était très très moyen dans le jeu, voire plus, et qu'il a donné une identité très très rapide. C'était un peu moins le cas la période novembre-décembre où ça commençait un petit peu à ronronner, mais là c'est vrai que Gary O'Neill il apporte une fraîcheur, et moi ce qui m'étonne, c'est que tu as quand même le capitaine Mamadou Sarr qui est parti à Chelsea il y a 10 jours, tu as un coach qui est parti il y a presque un mois, et tu as toujours la même envie, le même état d'esprit dans cette équipe, et tu as l'impression qu'il s'est rien passé de négatif. Et ça, quand même, ça reste fascinant. Et le paradoxe, c'est qu'on vomit la multipropriété, mais quand on regarde les matchs de Strasbourg, on peut pas en fait faire semblant. Il y a des sacrés joueurs dans cette équipe. Moi, je l'ai répété, mais Barco, pour moi, il joue dans toutes les équipes ou presque en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, je le prends au PSG, je le prends dans beaucoup d'équipes. Ah, moi, je le prends au PSG tous les jours. Moi, je savais pas qu'il disait ça, mais moi, je suis d'accord. Dans le modèle de Luis Enrique, avec de la polyvalence, le mec, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu de terrain, il a un QI, il a une grinta, il est même un peu un mauvais joueur, mauvaise foi sur le terrain, qui est intéressant. Il va y aller à la Coupe du Monde. J'espère, quand même, s'il n'est pas dans les 23 de l'Argentine, même s'il n'est pas tout le temps, mais en tout cas, j'espère qu'il y sera. Il y a un an, il n'était pas dans les papiers. Parce que cet été, il était encore nulle part. Bien sûr, parce que le match qu'il fait encore ce soir, c'est world class, sincèrement, c'est énorme. Mais je pense que même Panichelli va s'incruster. Ouais, après il faudra voir. Panichelli, moi au début, j'avais pas la vision, je pensais que c'était un Cavani du pauvre, c'est-à-dire un joueur uniquement de surface, qui était généreux, techniquement un peu un peu boîte à chaussures. Pour l'instant, tu lui fais encore peut-être pas un compliment, mais pas loin d'un compliment, même si tu dis Cavani. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est dans le mauvais côté. Voilà, très généreux. Sa disponibilité, c'est fantastique. Mais là, je vois d'autres choses. Là, il est sur les 3 buts à je le vois très intelligent dans ses déplacements. Je le vois généreux, mais encore plus pour l'équipe, avec de la connexion, avec un Enciso notamment. Il est capable vraiment de fluidifier le jeu en se retournant rapidement. Même techniquement, il est plus aussi rustre qu'en début de saison. Le petit El Mourabet,
au milieu de terrain à côté de Barco, il est très très propre. Il vient du foot. Il vient du futsal. Il a fait une séance de formation futsal. Il vient du futsal, semelle. Il est très très intéressant. Moreira est doué, ça va à 10 000 à l'heure. Et dans ce football-là, Moreira, ce qu'il fait en première mi-temps à Caio Henrique, mais Caio Henrique, il sort à la mi-temps. Là, je pense qu'il est en train de dormir. 23h23, il est couché. Dormir, je sais pas. Il cherche les boîtes de Doliprane. En tout cas, il a sorti à la place de Crépin Diatta, pardon. Voilà, c'est bien. On met de côté, Polo. Mais parce que Moreira, il lui a tout fait sur la première mi-temps. Donc voilà, sincèrement, Strasbourg, c'est vrai que c'est fort. C'est fort, sincèrement, c'est fort. Il faut voir sur la fin de saison un repositionnement de Strasbourg et quelques places gagnées au classement. Il va falloir même Godot, c'est pas mauvais. Dommage ce trou d'air, strasbourgeois là. Sur la deuxième mi-temps, je m'étais promis de le noter, je l'ai oublié de me noter. Il y a une action qui doit être 80e. Oui, celle avec le sauvetage de Kerrer, le seul de Kerrer dans le match, parce qu'il a fait d'autres sauvetages. Godot pour Barco qui centre pour Panicelli, la tête en Panicelli qui centre pour Moreira qui remet dans l'axe, il y a un ciseau qui se fait couper par Kerrer. S'il y a but, c'est extraordinaire. Merveilleuse. Bon, Mathieu est avec nous, 32-16, supporter strasbourgeois. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after, Mathieu. Ça kiffe? Ah bah oui, ça kiffe. J'étais un peu inquiet. Ouais, non, ça kiffe à fond là. J'étais très inquiet sur le départ de Rosenior parce que voilà, perdre un coach en milieu de saison, ça peut être inquiétant. Puis on savait pas qui c'est qu'on allait récupérer à la place. J'étais à la Méno dimanche contre Paris. On a fait un bon match. On perd 2-1, mais on est loin d'être ridicule. Et en fait, moi, ce que je voudrais souligner, c'est Gary O'Neill, il a abandonné la défense à l'espèce de 3-5-2 là, qu'on avait un petit peu hybride. Qui commençait peut-être à lasser les joueurs et à des fois ne plus savoir trop quoi faire pour s'exprimer. Et le fait de revenir sur une défense à 4, un 4-2-3-1 un petit peu standard, Enciso en soutien de l'attaquant, Barco c'est bon, il va pas aimer Daniel, mais c'est un petit Verratti là en devenir, peut-être certainement meilleur. Il y a un truc mais moi, attends, moi il y a aucun problème. N'oubliez jamais que Verratti jusqu'en 2017, donc ça lui fait quand même 5 ans. Ça lui fait 5 ans de bons moments avec moi. On était amis pendant plus de 5 ans, donc je veux bien être ami avec Barco. Je souhaite à Barco la carrière de Marco Verratti aussi. Non, je lui souhaite beaucoup mieux moi. Ouais, s'il fait déjà 10 ans, s'il fait un palmarès comme ça, s'il est champion d'Europe, s'il gagne la Copa América avec l'Argentine. Palmarès, si c'est jouer dans une équipe qui écrase la France, c'est normal que le palmarès. On va faire un débat Verratti, mais Verratti, ça part dans le titre en étude du PSG aussi. Voilà, le titre italien aussi. D'accord. Et italien aussi, à l'Euro. Oui. Quand même, c'était pas fantomas non plus. Par rapport à son talent, c'est fantastique. Non, mais il l'a pas exprimé de manière. Tiens, d'ailleurs, tu devrais te renseigner, parce qu'il paraît qu'il joue très bien, très fort au padel. Oui. Donc vous pourriez peut-être bricoler quelque chose, parce que certains disent qu'il joue encore au foot. Il a pas été au bout de son potentiel, mais quand même, sa carrière, elle est quand même respectable. Peut-être qu'au padel, il peut. Bon, Mathieu, est-ce que ton équipe a tout pour aller au bout là? Est-ce que c'est ton souhait le plus cher? Tu sais, tu joues Reims en quart. Tu joues Reims en quart, t'es le mieux servi entre guillemets. La demi elle est au frais. Normalement. Sincèrement, sur le papier, on a l'impression que contre Reims, ça y est, on peut déjà préparer la demi. Et les gars, on est capable de se faire sortir par. C'est pas Caillot qui va arriver avec son camion à la Méno qui va vous faire peur quand même. Non, j'ai pas peur, mais il va falloir être sérieux. Il va surtout pas falloir arriver dans l'état d'esprit en disant que c'est déjà fait. Maintenant, on est en quart, on se dit tiens, il n'y a plus le PSG. Il reste encore des belles affiches, pourquoi pas. Strasbourg est une équipe de coupe, Strasbourg a gagné Coupe de la Ligue, Coupe de France. Si on pouvait faire une belle saison et essayer d'aller choper une finale au Stade de France, moi je serais preneur. De toute façon, tout le monde la veut cette finale au Stade de France, donc ça va être la baston et ça va être passionnant. C'est pas acté que ce soit au Stade de France encore. Parce qu'il y aura des travaux à ce moment-là. Ça doit être au Stade de France. Il y aura des travaux importants autour du Stade de France. Non, ça ira pas au Koweït. T'inquiète pas, la Coupe de France restera sur le territoire français. On va téléphoner à Philou. Il y a d'autres solutions, notamment pourquoi pas à Lille ou ailleurs. J'ai aucun problème que ce soit à Lille ou ailleurs. Moi, je veux que ce soit au Stade de France. Parce que pour moi, la Coupe de France, c'est le Stade de France. C'est le Parc des Princes. Pendant 40 ans, elle était au Parc des moi, Princes. dans mon foot, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent le Stade de France. Je peux pas le voir ce stade. Pour moi, la Coupe de France, c'est le Stade de France. Enfin, dans mon foot. Si ça y est très bien. Si demain c'est à Lille, c'est à Lyon, il y a cette manière de monter à Paris, monter à Paris pour les deux équipes, les deux supporters, je sais pas. Il faut décentraliser la France, Walid. Absolument. D'accord. Messieurs. Oui.
Si je voudrais juste là mettre en avant un joueur, bon alors Barco c'est indiscutable. Hein, Barco maintenant c'est devenu mainstream, tout le monde. Mais là vous avez lancé un débat sur Barco parce que là sur le chat également de la chaîne YouTube de l'After, on dit attention Barco, il a une sélection, c'était en mars 2024, ça remonte, c'était quasiment 2 ans avec l'Argentine. Non mais on parle plus de voilà, De Paul, Nico Paz, Nico Gonzalez, Paredes. On n'a pas dit qu'il arrivait, qu'il flinguait tout le monde et il était titulaire. On a dit il va dans le groupe, c'est pas. Oui, mais bon, quand même, il y a du monde. Moi, quand je vois certains joueurs qui ont signé à Chelsea du côté de Strasbourg, que lui n'y soit pas, je trouve que c'est une anomalie. Vas-y, Mathieu. Laisse-leur encore un peu. Sa équipe, c'est un petit peu, il est tellement fort que sa équipe, c'est un petit peu. Alors vous les mettez en avant, mais Samir El Mourabet. On en a parlé. Il vient juste d'en parler. Super joueur qui arrête pas de progresser. Il stabilise l'équipe. Techniquement, il est à l'aise balle au pied. Ça, je pense que ça vient du futsal, mais c'est surtout sa vision du jeu. Il est capable, dans les temps forts, d'être très vertical, d'aller vers l'avant. Exactement. Il tente des passes vers l'avant tout le temps. Très intelligent. Et l'association de ces deux joueurs au milieu de terrain là, je trouve que c'est une paire très très solide en Ligue 1. Et Barco, tu vois qu'il a gagné en confiance. Parce qu'il a fait une coupe de cheveux structurée. Les deux sont complémentaires. Là. Allez mieux sa coupe de cheveux. C'est jamais anodin. Il a fait la permanente. Ça veut dire qu'il a structuré, ça veut dire qu'il s'assume, il assume son look, ses cheveux. Il a un vrai truc et tout ça. Les frisouilles, il a parlé des frisouilles. Ça, c'est un joueur qui se sent bien et qui a gagné en confiance. Il y a un petit dégradé progressif. Je pense que oui. En tout cas, il se cherche et il avance. Parce que la coupe un peu raide du début de saison, ça faisait un peu trop. En présence, c'est un élève de CM1 un peu brouillon. On s'en fout. C'est pas grave. Absolument. Je préfère ses pieds, de toute façon, moi. Est-ce que Messi a déjà été bien coiffé dans sa carrière? Non. Tu peux pas nier que Messi, au fil du temps, s'est totalement structuré physiquement. Je ne dis pas que c'est une bombe atomique, mais il s'est structuré. Entre la coupe de cheveux qui ressemblait à rien, le visage, tu vois, mec, il a refait un peu le visage. Après, le problème de Messi, c'est quand il a refait le visage, Messi. Attends les gars, vous êtes bigleux ou quoi là? Mais c'est banal partout dans la société. Non, mais que ce soit banal, c'est une chose, mais que tu m'annonces là que Messi s'est fait refaire le visage. Regarde sa tronche quand il est dans les années 2000. Il a changé, il a dit quoi. Enfin, mais c'est incroyable. Il a fait du botox, il a changé le nez, il a fait quoi? Ça t'intéresse les lèvres, les changements un peu visage et tout? C'est un dossier prioritaire. Ah ok. En fait, le truc c'est que si tu soulèves un dossier là. Alors Walid, selon moi, c'est une erreur. Si tu ne considères pas que ce genre de choses signifient quelque chose. Ah ouais. D'accord. Dans la carrière d'un joueur, dans ce qu'il veut être et dans ce qu'il veut apparaître et dans sa personnalité même sur le terrain. Ça n'est absolument pas anodin. Regarde la personnalité de Cristiano Ronaldo qui a lui pour le coup tout refait. Mais vraiment c'est un chantier total qu'il a repris. Si ça ne signifie pas qu'il est, son ego, comme il est dans la vie, les vidéos sur Insta qu'il met, si tu penses que tout ça est anodin, à mon sens, c'est une erreur. D'accord. Et je ne pense pas que tu fasses... Mais j'ai jamais regardé... Ça ne veut pas dire qu'il y a une incidence sur ses performances sur le terrain, en revanche. Que ça m'a jamais intéressé, moi. Sa personnalité, c'est une chose. Je dis ça ne veut pas dire que derrière, tu vois... Je dis que tu étudies un champion quand tu sais exactement l'homme qu'il est. Tu découvres ça chez Daniel? Non. Ça fait 15-20 ans qu'il analyse les coiffures. Ok, d'accord. Pour l'évolution du joueur dans sa carrière. L'évolution, c'est très important. C'est vrai qu'on n'a jamais évoqué un after coiffure. Il faudra en faire des afters. Donc les coups de picouse, etc., le botox, il faut analyser tout ça. Oui, picouse, botox, attention à ce que tu dis. Mais non, je te dis pas d'analyser, je te dis. Je suis pas convaincu. Non, mais j'ai compris. Tu crois vraiment que ça n'a pas d'incidence? Ça donne 2-3 traits d'esprit maintenant de là être affirmatif sur l'homme, parce que il s'est refait les chicots, parce qu'il s'est refait une coupe. Non, mais ça n'est pas un jugement de valeur. Ça veut dire que le gars, en l'occurrence, quand on disait pour Barco que oui, c'est un joueur anonyme, on le découvre, il grandit, il prend. Il s'affirme, mais c'est pas forcément négatif pour moi. Mais j'ai jamais dit que c'est négatif. Non, mais d'accord, parce que tu parlais de Ronaldo sur le. Mais moi, j'ai jamais dit que c'est négatif. Moi, j'avais l'impression. Ah non, mais l'analyse est absolument. Ah non. Alors c'est de s'affirmer au fur et à mesure. T'as peut-être un peu plus d'argent, t'as peut-être un peu plus de. Exactement. T'es plus affirmé. Je te dis que ça signifie. C'est exactement. T'as déjà parlé avec des dirigeants de foot quand ils te disent un tel, il avait une Renault Kangoo et il achète une Ferrari, ça veut dire quelque chose. T'as déjà entendu parler des directeurs sportifs qui disent qu'est-ce que t'as fait, t'as été claqué de l'oseille pour acheter cette bagnole là, ou de gens qui disent dès qu'il est arrivé à l'entraînement avec sa nouvelle bagnole et tout, on avait compris que quelque chose avait changé. Oui, ça donne des traits de caractère. On en a 1000 des histoires comme ça. Donc l'à côté du foot signifie toujours 1000 choses. Merci Mathieu d'avoir fait le 32-16. À très vite sur RMC, notamment pour ce quart de finale de Coupe de France face à Reims, pourquoi pas. Je rappelle que Strasbourg jouera le Havre, au Havre, Stade Océane dimanche. N'a rien fait. Allez, pause. On revient dans un instant sur RMC, sur la suite de l'after. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Nicolas Jamin. Daniel Riolo, Walid Cherchour, l'after RMC à la radio et à la télé sur After Foot TV, sur la chaîne YouTube de l'after. 322 000 abonnés désormais.
23h35. Alors, on n'a pas de Strasbourg. Parlons de Monaco, bien sûr. Défaite pour l'équipe de Sébastien Pocognoli. 9e défaite en 22 matchs pour lui. Comment ne pas se répéter ? 9e de Ligue 1, sorti en 8e de finale de Coupe de France. Mais bon, tu l'as dit, qui va jouer un barrage, un play-off de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Pocognoli, 9e défaite en 22 matchs. Les gars, parlons de ce match-là, la prestation globale de l'AS Monaco qui fait un bon début de match pour le coup. Mais globalement, ils font pas un match dégueu. Ils ont des occasions, ils ont des situations. Après, le problème, c'est que cette équipe-là, encore une fois, est lâchée par ses individualités, notamment défensives. Quand tu vois le match de Kerrer, c'est une catastrophe. Bon, le deuxième but, les supporters monégasques vont dire qu'il y a hors-jeu et qu'il y a une petite faute de Barco, qu'il n'y a pas la VAR. Mais globalement, à chaque transition, tu t'es quand même fait exploser. Et dans la surface de réparation, entre Caio Henrique sur la première mi-temps. Et la chance, parce que ça tourne, que Strasbourg est plus tranquille et tout, sinon ils peuvent bien sûr. Plus, hein. Mais sur la première mi-temps, ils ont aussi des grosses situations. Zakaria, Akliouche, il en a 2, avec des arrêts de Penders. Il y a quand même, ça boxe sur la première mi-temps. Il y a quand même match dans le match agréable. Et c'est pas le pire match de Monaco. On va dire, alors c'est pas Rennes mardi soir au Vélodrome. Oui, voilà. Si c'est ça que tu veux dire. Il y a quand même des situations, il y a des occasions. Tu reviens à 2-1, tu peux aussi. Il y a des situations où tu peux revenir. Tu as Adingra qui fait une bonne entrée, mais globalement. Tu l'as assez dit cette année. Et je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit au sujet de Monaco. On parle quand même de l'ASM, des moyens mis sur le tapis pour construire une équipe, du rendu, et notamment du rendu technique. Que tu soulignes qu'il y a 3, 4, 5 situations dans la première mi-temps et tout au fil du match que Monaco a existé. J'ai envie de te dire, ça va, c'est le minimum. Oui, mais à 2-0, c'est quand même mal payé. À côté de ça, tu as un mec qui se dit... potentiellement candidat à l'équipe de France pour le mois de juin que moi je ne vois plus. Ouais, il a essayé sur les 20 premières minutes et après plus rien comme d'habitude. Le milieu de terrain, la technique pour moi elle est quasi nulle part. Ouais, à partir du moment où Zakaria redescend, il y a Lamine Camara qui a quand même la qualité mais il est trop esselé. Mais encore une fois, c'est une gestion catastrophique de Thiago Scuro au milieu de terrain. Très naïvement après quand ils se sont qualifiés là, il y a eu dans le même temps, tu as eu le repositionnement de Zakaria. Oui. Même il a fait un très bon match contre Rennes en défense centrale. Nouveau positionnement de Zakaria. Il n'a pas été bon. Qualification au play-off. Si Monaco se réveillait un petit peu. Ok, ce soir, ils m'ont pas montré qu'ils avaient réellement envie de se réveiller. Après, tu te fais plomber quand même défensivement par Keun, qui sur le premier but est catastrophique. Bah ouais, mais c'est tes joueurs. Tes joueurs. Tu vas en faire quoi de tes joueurs ? On va quand même analyser le match qu'on a vu ce soir, Daniel. Caio Henrique, il n'est jamais revenu de sa blessure. Et physiquement, athlétiquement, aujourd'hui, en Ligue 1, ça va trop vite pour lui. Moreira, il lui a tout fait. Et Thilo Kerrer, il nous a encore fait un match exceptionnel. C'est-à-dire que Thilo Kerrer, il y a un moment... C'est bien beau, tout ce qu'on dit sur lui, etc. Mais il va falloir prendre des décisions. Parce que match après match, il ne peut pas terminer un match de l'AS Monaco sans donner un but. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir la nuit, il ne dort pas bien la nuit. Si à tous les matchs, il ne donne pas un but à son équipe. Et si tu regardes le premier et le troisième, c'est encore catastrophique. Donc, là, moi, il avait remangé un petit peu de crédit parce qu'on avait dit dans la défense à 3 avec Zakaria à côté de lui. Non, mais non, c'est trop. Et là, c'est le match à Madrid, il y a 2 semaines, le match à Lens en début de saison, tous les matchs, il y a soit une glissade, soit il se fait enrhumer, soit il y a un but contre son camp. Alors il fait le sauvetage là sur l'action magnifique de Strasbourg, mais sinon il y a trop d'handicap dans cette équipe, sincèrement. Et en deuxième mi-temps, moi j'ai bien aimé l'entrée d'Adingra, qui lui pour le coup va faire du bien, je pense. C'est une pile électrique sur son côté, il a mis beaucoup de danger, mais voilà, oui. Par contre, sur le constat d'ensemble, Daniel, je suis obligé d'aller de ton côté. De toute façon, je le dis depuis la nuit des temps. Monaco, ils sont 10e de Ligue 1. Ils vont sûrement se faire fesser par le PSG et rentrer à la maison. Et aujourd'hui, ils sont éliminés de la Coupe de France alors qu'ils pouvaient jouer Reims en quart. Le problème, c'est que dans la foulée, tu as le printemps qui a commencé là-bas. Ah oui, après là, ça c'est compliqué. Là, ça va devenir. Dis-moi les gars, Akliouche, aujourd'hui il va pas mondial, on est d'accord ? Non. Aujourd'hui, je comprendrais même pas qu'il y soit quoi. Mais non, aujourd'hui il y a trop de concurrence aujourd'hui en bleu. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il avait fait la concurrence, même s'il avait fait une super saison avec le Monaco, pour moi, par rapport aux concurrents qui sont au Bayern, à City, qui vont jouer les gros rendez-vous, les mecs du PSG, il fait plus rien. Ouais. Non, c'est décevant. Après, ce soir, c'est pas son pire match. C'est dire. Oui, mais ça doit être sa saison. Il doit être un patron technique de l'AS Monaco. Moi, j'ai dit aujourd'hui, il doit aller chercher une place mondiale au moins. C'est quand même plus un gamin. Mais il a 24 ans. Mais aujourd'hui, Akliouche, moi j'ai dit, c'est un menteur, Akliouche. C'est-à-dire très beau joueur,
qualité technique. Mais il nous ment avec 2-3 actions dans la rencontre, mais c'est pas aujourd'hui. Menteur ou tricheur, c'est pas la même chose. Non, pas tricheur, menteur. C'est-à-dire qu'il peut nous mentir avec ses prises de balles, sa capacité à faire la différence parfois. Souvent, il se réveille à 2-0, à 1-0, quand le match perd un peu en rythme. Ça manque de consistance, en tout cas. Ça manque de régularité. Et puis la réalité, c'est que. Il ne peut pas se cacher toute l'année derrière. Et puis il a loupé son transfert. L'inconsistance de son équipe, derrière le fait qu'il n'est pas entouré. Tu me dis demain, tiens, le papier il est là, Akliouche l'année prochaine dans un autre club, mieux entouré, il sera meilleur. Tiens, oui, bien sûr, sûrement. Prends-le le papier, mets-le dans le tiroir, pas de problème, je veux bien y croire. Je veux même pas y croire. Le mec avec le talent qu'il a et tout, je veux y croire, il va retrouver une motivation, mais attention, après, il faut voir le club aujourd'hui. Il a quasi 24. Parce que là, on parlait du PSG l'année dernière. Là, on va aller sur Francfort. On va aller sur ce type de club. Il a quasi 24. Son pote Ben Seguir s'est barré, ça marche pas du tout. Il est en situation d'échec. Lui, il va pas falloir qu'il se trompe dans le choix de club. S'il était allé au PSG, on peut refaire l'histoire, mais est-ce qu'il aurait progressé et tout? Parce que là, aujourd'hui, s'il va au PSG là, dans l'état où il est là, c'est avec la Youth League qu'il va jouer quand même. Non, quand même pas. Là, je sais même pas s'il est dans le groupe là. Ouais, mais c'est pas le même contexte après, Daniel, tu le sais. Je te dis, tu joues dans une équipe qui roule, etc. Je te dis que le contexte peut faire qu'on va y croire à son évolution. Je te parle de lui là. Si tu le prends comme ça, on fait de la science-fiction. Tu le prends, tu le mets là à l'entraînement demain. Tu vois, non, mais surtout c'est là où tu vois qu'il est plus motivé. C'est là où tu vois que dans la gestion d'un transfert, en fait, tout le monde est perdant. Quand tu surévalues un joueur, tu te rappelles cet été? Moi, je suis un grand fan à la base du joueur. J'avais dit, mais attendez les gars, Akliouche à 70 millions d'euros, mais quel va être le marché pour Akliouche à 70 bâtons? Ils n'ont pas trouvé. Mais il n'y a pas de marché. Il n'y avait pas. En fait, il n'y a pas de marché pour un joueur. Non, mais il n'y a pas de marché aujourd'hui parce que Akliouche à 70 millions d'euros, c'est les gros clubs anglais, c'est-à-dire entre 8 et 14 qui peuvent les mettre. Allez, on va dire, peut-être, c'est Tottenham. C'est Tottenham qui peut mettre sur ce type de joueur. Mais est-ce qu'il va aller à Tottenham? Akliouche, lui, il visait le PSG il va peut-être devoir redescendre un petit ou peu Manchester City. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut combien? Il vaut 30 millions, il vaut 25 millions. Tout le monde est perdant, en fait. À côté d'Akliouche, tu avais Ryan Cherki, qui n'a pas atteint cette somme-là en transfert parce que son contrat était complètement différent. Et c'est pour ça qu'il part. Je pense que Cherki à 70, il ne part pas. Il part parce qu'il y a une opportunité à 40 millions d'euros. Mais quand tu vois les deux joueurs, si on se met 1 an et demi en arrière et tout, il n'est pas évident qu'on dise Cherki, machin, on a encore un petit peu à tourner. Il était même en avance de Cherki. Après, pas le même âge. Attention. Oui, mais il y a un an et demi. Pas le même âge. Mais la situation était celle-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Ça va vite le foot. On n'est plus dans le même monde. Très vite. On n'est plus dans le même monde. Choix de carrière, il y a également ce que toi tu fais sur le terrain, parce que rien ne l'empêcherait, même dans un contexte défavorable, de se montrer quand même un petit peu plus. Tu sais, on en a vu des équipes mauvaises où tu avais un mec qui sortait du lot, tu dis oh putain, quel gâchis qu'ils sont encore là, lui, ça se voit, il crève les yeux et tout. Sauf que là, moi, il me les crève plus du tout les yeux, Kliouche. Et après, il lui reste l'entretien d'embauche dans 2 semaines. Ouais, oui. Il y a un entretien d'embauche quand même. Oui. Il arrive dans le bureau de Luis Campos sur un aller-retour. Ouais, faut qu'il se montre beaucoup. Voilà. Mais... C'est la dernière chance, je pense, même pour la Coupe du Monde. J'ai beaucoup de mal à y croire. Là, c'est le match télévisé, c'est le match. Il sera télévisé ce match? C'est le match des champs quand même. Le PSG et Monaco, c'est le match des champs, non? Ouais, c'est ça. Si là, il le loupe, déjà qu'il est en grande. Il va falloir qu'il fasse un énorme match. Ah oui, une énorme double confrontation même. Exactement. Je vais te dire. Bon, voilà pour Monaco, les gars. Monaco éliminé. On sera là, bien sûr, pour les quarts de finale. Je vous rappelle les affiches rapidement: Strasbourg, Reims, Lyon, Lens, Marseille, Toulouse, Lorient et Nice. Ce sera début mars.